Chapitre 20. Dans le camp dit de regroupement, se côtoient et se heurtent les anciennes victimes et leurs anciens bourreaux, les uns cherchant à se reconstruire, comme on ne le disait pas encore à l'époque, les autres cherchant à se fondre dans la foule des réfugiés. Ne pas rester là, partir, fuir encore, soit, mais pour aller où ? Où aller, se demandait notre héros, ex-raseur de crâne, ex-étudiant en médecine, ex-père de famille, ex-vivant devenu ombre. Retourner dans le pays d'où il était venu en train, après avoir été raflé par la police de ce pays ? Partir vers où ? Le nord, l'est, l'ouest ? Et une fois là, reprendre ses études de médecine ? Ouvrir un salon de coiffure afin d'imposer au monde les cheveux coupés courts, très courts, la mode des crânes nus ? Non. Non, mais de toute manière, il ne pouvait quitter la région sans savoir. Savoir si sa fille, sa petite fille si fragile, sa petite... Quel prénom portait-elle ? Quel prénom lui avait-il donné ? Comment s'appelait-elle ? Il ne savait plus. Il ne se souvenait plus du prénom de sa propre fille. Le jour même, il quitta le camp, pécule en poche, fourni par la direction afin de permettre à ceux qui souhaitaient partir de partir et ainsi de débarrasser le plancher en libérant la paillasse qu'ils occupaient. Il marche, et marche encore à la recherche de la voie ferrée, du bois, des virages, de la vieille agenouillée dans la neige. Il trouve enfin une voie de chemin de fer abandonnée. La végétation l'envahit déjà. Il suit cette voie ferrée. Il trouve un bois qu'il traverse, puis un autre, qu'il traverse encore, puis un autre encore. Il n'y avait plus de neige, rien ne ressemblait à rien, sinon les vieilles croisées qui ne répondaient jamais à son salut. C'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Il abandonna la voie ferrée, déjà elle-même abandonnée par ses trains, et il se mit à marcher à travers les villes et les villages. Partout la fête battait son plein. La guerre était finie. La guerre était finie pour tout le monde, sauf pour lui et les siens. Les chants, les drapeaux, les discours, les pétards même. Toute cette folie, toute cette joie lui rappelait qu'il était seul, qu'il serait seul à jamais, seul à respecter le deuil, à porter le deuil de l'humanité, le deuil de tous les massacrés, le deuil de son épouse, de ses enfants, de ses parents à lui, de ses parents à elle. Il traversait les villes et les villages, tel un spectre, témoin des libations, de la liesse, des saluts, des serments. Plus jamais ça, plus jamais. Il ne savait pas ce qu'il cherchait au juste. Il marchait. Sa tête lui tournait, et il se rappela qu'il avait faim. Il avait faim malgré tout. Sur une petite table, il vit des fromages, des tout petits fromages, et il eut soudain envie de fromage. Ces fromages minuscules s'étalaient sur une nappe bizarre, qui ne convenait pas au fromage exposé. Une nappe qui semblait tissée de fils d'or et d'argent. Il posa une main sur la nappe avec quelques pièces de monnaie, et soudain il comprit. Il leva alors les yeux sur la femme, pas si vieille, assise derrière la petite table couverte de cette nappe bizarre. La femme avait une enfant sur ses genoux. Toutes deux lui souriaient et semblaient l'encourager à choisir un fromage. La vieille lui parla dans une langue qu'il ne comprenait pas. Elle lui fit signe de se servir, mais lui n'avait d'yeux que pour la fillette. Celle-ci lui fit également signe des yeux et des mains de se servir et lui vanta leur qualité. Puis elle désigna la chèvre à ses côtés, lui indiquant que c'était du lait de cette chèvre que les fromages naissaient. Il ne comprit pas tout, mais il comprit l'essentiel. Sa fille, c'était sa fille jetée du train, sa fille vouée au four, sa fille qu'il avait sauvée. Un cri terrible, un cri de joie, de peine, de victoire. Un cri se forma dans sa poitrine, mais rien ne sortit de sa bouche. Il se saisit d'un fromage, fixant toujours la fillette, sa fille. Elle vivait, elle était heureuse, elle souriait. Il esquissa lui-même un sourire, puis tendit une main tremblante vers la joue de la fillette pour caresser cette joue tentante. La fillette se saisit alors de sa main et la porta à ses lèvres avant d'éclater de rire. Il retira sa main précipitamment. Au bord du malaise, il se retira, toujours regardant la vieille, la chèvre et sa petite fille qu'il venait de remettre au monde. Il fixait de toute l'intensité de ses yeux cette marchande de fromage et sa propre fille assise sur ses genoux et s'embrassant. Il les fixait de tous ses yeux, comme s'il voulait graver dans ses pupilles, dans son cœur, dans son âme, leur image de bonheur partagé. Pourquoi se faire connaître ? Pourquoi rompre l'équilibre ? Qu'avait-il à apporter à sa propre fille ? Rien, moins que rien. Il fit encore quelques pas, s'arrêtant encore. Peut-être fallait-il malgré tout, peut-être devrait-il... Puis, il s'arracha au prix d'un effort surhumain, chargé d'une joie et d'une tristesse mêlées. Il s'éloigna à grands pas. Il avait vaincu la mort, sauvé sa fille par ce geste insensé.
Il avait eu raison de la monstrueuse industrie de la mort. Il eut le courage de jeter un dernier regard sur sa fillette, retrouvée et reperdue à jamais. Elle faisait déjà l'article à nouveau chaland, montrant de ses petites mains la provenance du fromage en désignant du doigt la chèvre chérie et sa maman adorée. « Allez, il est temps maintenant de quitter notre petite marchandise et de la laisser vivre sa vie. »« Pardon ? Vous voulez savoir ce qu'il advient de son ex-père ? » On dit tellement de choses, qu'il retourna dans le pays où la police l'avait raflé, lui, sa femme et ses 2 jeunes enfants, avec des milliers d'autres femmes, hommes, enfants. On dit donc qu'il y retourna et finit ses études de médecine, qu'il devint pédiatre et qu'il consacra sa vie à soigner, à aimer les enfants des autres. La petite marchandise, elle, devint pionnière d'élite. Elle reçut un foulard rouge et une étoile rouge également à épingler sur son corsage blanc. Une photo d'elle parut en couverture d'un magazine. Elle y était rayonnante. Le photographe lui avait demandé de sourire. On dit même, je vous l'ai déjà dit, on dit tellement de choses, que le grand médecin, de passage dans ce pays, comme tous les ans, il y venait le jour de l'anniversaire de la libération du camp, qui avait englouti son épouse et l'un de ses enfants, ainsi que ses parents, et les parents de son épouse. On dit donc qu'il vit cette photo, qu'il crut reconnaître son épouse et sa propre mère. On dit même qu'il écrivit au magazine d'État Jeunesse et Joie pour entrer en contact avec la pionnière d'élite Maria Tchekolova, qu'on présentait comme la pionnière la plus méritante parce que fille d'une pauvre femme, une pauvre bûcheronne illettrée devenue marchande de fromage. Non, on ne sait rien, ou du moins je n'ai rien entendu dire moi-même sur le succès ou l'échec de la tentative que fit l'expert des jumeaux. On ne sait donc pas, et on ne saura jamais, s'il a pu ou non retrouver enfin sa fille.